De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mêle l'actu des nouvelles techno. Dans quelques semaines, ce sera la Coupe du Monde de foot. Forcément, on va la suivre à la radio, sur RMC évidemment, mais aussi à la télé. D'autant que cette Coupe du Monde de foot risque de nous réserver pas mal de surprises en termes de qualité d'image, puisqu'on sait que notamment TF1 a d'ores et déjà communiqué sur le fait que certains matchs seraient diffusés en 4K. Et alors, si vous avez une télé 4K, ça va être... Et puis aussi le bon canot pour recevoir tout ça, ça va être top. Et le top pour regarder un match de foot ou même pour regarder un film, c'est pas une télé. Ben non, c'est la vidéoprojection, parce que là, on s'y croit vraiment. On a vraiment l'impression d'être au cœur du réacteur, et on va en parler avec Monsieur Vidéoprojection. Ça fait des années qu'il est là-dedans, il est incollable, et je suis ravi d'accueillir Pascal Petitpas. Bonjour François. Salut Pascal. Voilà, spécialiste des nouvelles technologies, ancien directeur de Labo Fnac, qui est toujours dans le sérail, qui teste énormément de produits de par son job. Et Pascal, c'était intéressant. Alors évidemment, par rapport aux échéances et la Coupe du Monde qui arrive bientôt, de faire un point sur la vidéoprojection, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, le rapport qualité-prix, les technologies. Et puis intéressant aussi parce qu'on est un peu à la croisée des chemins, j'ai l'impression. Technologiquement, la vidéoprojection évolue. Tout à fait. Depuis quelques temps. Et il y a quelques pièges également à contourner. Donc voilà, on va essayer un peu d'éclaircir ce sujet vaste. Donc en gros, si vous devez acheter un vidéoprojecteur, il faut absolument vous concentrer quelques minutes là. Voilà, on va se concentrer pour essayer de bien comprendre ce qu'il en est. Un vidéoprojecteur, dans l'idée, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une source de lumière. C'est ensuite un panneau qui va fabriquer l'image. Et c'est ensuite une partie optique qui va envoyer cette image vers un écran ou vers un mur, selon les choix que l'on a pu faire. Donc voilà, on peut se dire c'est assez simple. Sauf que eh bien, il y a tout un tas de possibilités. Ça se corse après. On va déjà donner une petite idée, parce qu'on entend parfois parler de luminosité, qui est un point important pour la vidéoprojection, puisqu'on envoie de la lumière sur un panneau, donc sur un écran. Donc on est dans le même principe que le cinéma. C'est pour ça d'ailleurs que l'image projetée n'a pas du tout la même texture qu'une image que va donner un écran où on va recevoir de la lumière. Là, c'est une réflexion de la lumière et ça change tout. Et oui, ça change tout. Et donc, puis ça donne cette impression de cinéma qui est... Exactement. Voilà. C'est une image qui est plus agréable, qui est douce. On a surtout une largeur d'image, enfin une taille d'image qui n'a rien à voir. Ça remplit le champ de vision. Et voilà, c'est ça tout l'intérêt, bien sûr du cinéma. Donc l'important, c'est on va dire la luminosité. Alors l'important, c'est de savoir combien il en faut. Voilà, parce qu'on a tendance à se dire, bah oui, mais plus il y en a, mieux c'est. En fait, non, pas automatiquement. Alors déjà, si on a la chance d'avoir une pièce dédiée, ou alors si on a envie de regarder un vidéoprojecteur plutôt le soir, dans un environnement cocooning et autres, un vidéoprojecteur qui fait entre 1500 et 2000 lumens, ça suffira. En fait, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Par contre, c'est juste pour avoir quelques petites références, je vous donne ça. Et donc dans la pénombre, ça c'est très bien. On n'a pas besoin d'en prendre plein les yeux. On aura plus besoin d'avoir un bon contraste, des bons noirs et autres, une belle image, mais pas automatiquement une très forte luminosité. Par contre, si on veut aussi l'utiliser dans des conditions de lumière un peu plus importantes, c'est-à-dire plus lumineuses, là, il va falloir monter un petit peu. On va plutôt choisir un produit entre 2 et 4000 lumens. Voilà. C'est juste ces références par rapport à ce que je vais vous dire ensuite qui sont importantes à comprendre. Juste une question, 4000 lumens, on peut projeter en plein jour, on voit quelque chose ou pas? Attention, on va en reparler tout à l'heure. La difficulté de toute façon, un projecteur ne remplace pas et ne remplacera jamais un téléviseur puisqu'on ne le regardera jamais dans les mêmes conditions. Oui. On pourra mieux voir l'image, mais on aura tout simplement la perturbation lumineuse de son environnement. Quand on va au cinéma, il paraît qu'on est dans le noir. Donc il n'y a rien de mieux que de regarder une image projetée dans le noir. Autrement, la lumière vient perturber, bien sûr, la bonne visibilité. Donc le premier conseil, c'est que si on veut se regarder un bon film, un bon match, il n'y a pas de miracle. Il faut pas beaucoup de luminosité. Exactement. Et donc, la conséquence, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un vidéoprojecteur avec 2000 ou 4000 lumens. Soyez pas désolé d'acheter un vidéoprojecteur à 2000, ça sera très bien. Première chose, ça c'était important. Ça c'est important. Alors maintenant, qu'est-ce qui compose la source de lumière déjà? Parce que là ça bouge. Là ça bouge. Pendant très longtemps, on a eu des lampes qui sont ce qu'on appelle des lampes au mercure. C'est très bien une lampe, c'est ce qu'il y a dans la majorité des vidéoprojecteurs. Alors bien sûr, c'est bien, mais il y a des petits inconvénients qu'il faut connaître. Déjà, une lampe, elle va être très très bonne le jour où on achète son vidéoprojecteur, et dès ce jour-là, elle va commencer à baisser tout doucement en luminosité. Et pendant qu'elle va baisser en luminosité, elle va changer aussi un peu sa température de couleur. C'est-à-dire que le blanc généré... Mais une ampoule qu'on a à la maison, elle fait ça aussi? Elle le fait aussi. Alors là, elles sont beaucoup plus puissantes. Ah déjà. Oui, donc c'est tout alors du coup, amplifié, on va dire. Voilà, exactement. Et si la lumière d'origine n'est plus bien blanche comme on le souhaite, eh bien la restitution globale de l'ensemble des couleurs, puisque c'est à base de cette lumière que l'on va passer pour fabriquer l'image, eh bien ça va également changer en luminosité. Donc ça, c'est
c'est un point. Et puis, il y a une durée de vie. Alors, les fabricants sont extrêmement généreux dans leurs prévisions. Ils vous disent qu'une lampe dure environ 5000 heures. Souvent, d'ailleurs, quand vous regardez 5000 heures, ça nous laisse quand même beaucoup de marge. Hein. Mais si on regarde la petite parenthèse, c'est 20 000 heures à peu près. Donc c'est 4 fois moins que la durée 4 de vie fois d'une moins. télé. Mais pour se regarder quand même dans la projection, dans les conditions de confort de la projection, autant de milliers d'heures, c'est déjà pas mal. Ça fait 2500 films. Hein, voilà, c'est pas mal quand même. Qu'un film fait 2 heures. Donc il faut faire attention. Donc, enfin, on n'a pas d'autre choix. La lumière va baisser un petit peu. Ça, on le disait, c'est une chose. 2000 heures. 2000 heures, c'est la durée normale d'une lampe de vidéoprojection. Quand on vous parle de 5000 heures, c'est généralement un mode éco, c'est-à-dire un mode où on va brider un peu la luminosité. Alors, si déjà on est un petit peu juste, c'est vrai que d'aller brider la luminosité, le mode éco, finalement, il y a très peu de personnes qui s'en servent. Donc, ce chiffre annoncé par les constructeurs va concerner finalement peu de personnes. Oui, mettez-vous dans l'esprit qu'un vidéoprojecteur, une lampe, c'est à peu près 2000 heures. Et 2000 heures, c'est beaucoup déjà pour un vidéoprojecteur. Faut faire très attention également, il y a des petits trucs à pas faire. Surtout ne jamais couper l'alimentation secteur d'un vidéoprojecteur qui est en train de tourner. C'est-à-dire qu'un vidéoprojecteur, quand il s'arrête, on entend un bruit de ventilation. Il est très très important de ventiler la lampe au moment où il s'éteint. Or, si on coupe le courant, il n'y a plus d'électricité. Voilà, donc exactement. Et ça, mais alors ça va venir vraiment réduire considérablement parce qu'en fait, la durée de vie de la lampe refroidie. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est pareil, n'allumez pas un vidéoprojecteur pour 5 minutes. Ça n'aime pas. En fait, il y a tout autant que la durée d'utilisation, c'est le nombre d'allumage-extinction qui est important dans une lampe. Voilà, il faut le savoir. Et puis, quand plus on va l'éteindre et l'allumer, moins elle durera. Exactement. Et puis également, il y a des aérations sur un vidéoprojecteur. Prenez le soin de temps en temps de donner un petit coup d'aspirateur, de nettoyer parce qu'il faut que l'air circule. Voilà. Donc, c'est des petits détails, mais qui permettront d'augmenter la durée de vie. Alors, donc, la lampe, c'est ce qu'on trouve dans la majorité, tout va bien, mais quelques faiblesses. Après, il y a le laser. Alors, le laser, la source laser, ça, c'est très, très bien, sauf que pendant très, très longtemps, le laser réservé à des produits plutôt, on va dire, 8, 10, 15, 20 000 euros. Donc, pas très grand public. Donc, quand même, professionnel. Qu'est-ce qu'ils ont au cinéma, par exemple? Aujourd'hui, quand on va au cinéma et qu'on a... Alors, quand c'est des vidéoprojecteurs réellement, c'est soit des lampes au xénon, soit des lasers également. Ah d'accord. Voilà, lampe au xénon ou laser. Mais ils sont très très puissants. 30, 50 000 lumens pour le cinéma. C'est pas tout à fait la même chose. Donc le laser, son inconvénient c'est son prix. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il démarre tout de suite déjà. Une lampe dont on parlait il y a quelques instants, ça met un certain temps à chauffer. Là, le laser, clac, tout de suite, il est dans la bonne luminosité et toute sa vie, il reste dans la même luminosité. Donc ça veut dire que le laser va ne pas changer de température de couleur et va rester à la même luminosité tout au long de sa vie, ce qui est quand même un argument important, d'autant plus que lui va durer beaucoup plus longtemps, puisqu'il va durer jusqu'à 20 000 heures. Et il est aussi puissant qu'une lampe? Oui, bien sûr, c'est aussi puissant. Alors on passe par, puisque la couleur du laser n'est pas totalement adaptée à la projection, donc on passe dans ce qu'on appelle une roue à tungstène, enfin c'est pas au phosphore, pardon, pourquoi je dis au tungstène, au phosphore qui va permettre d'avoir la bonne température de couleur, mais surtout, enfin c'est fiable quoi. C'est fiable, ça envoie une image très dynamique, c'est aussi puissant qu'une lampe, mais surtout c'est la durabilité. Et puis après il y a ce qu'on appelle la LED. Alors la LED, Victor en a parlé il y a pas très longtemps dans les tout petits picoprojecteurs, parce que dès qu'on parle de LED aujourd'hui, on pense tout de suite à des petits gadgets qui sont des petits produits qui permettent en vacances de projeter une image sur un mur. On va peut-être être surpris dans les mois à venir. On va même pas dire les années, on va bien dire les mois, parce qu'on va pouvoir trouver des vidéoprojecteurs grand public à LED qui vont être capables de nous envoyer 2000, 3000 lumens. Et ça va être une pseudo-révolution quand même, parce qu'on va arrêter de se dire que la LED est synonyme d'un picoprojecteur et on va pouvoir trouver cette source de lumière. Regardez ce qui se passe dans les voitures d'ailleurs. On voit de plus en plus d'éclairage extrêmement puissant à LED. Et bien là, on va regrouper plusieurs LED comme source de lumière et on va avoir du coup une lumière qui est pareil extrêmement stable dans le temps, qui ne va pas changer en température de couleur et qui va durer dans la même durée à peu près que le laser, environ 20 000 heures. Et qui s'allume tout de suite instantanément. Donc ça peut être le Graal. Ça chauffe moins, la LED aussi, que la lampe. Ah, c'est pas mal ça. Donc, ça existe déjà ou pas pour les projecteurs grand public, enfin assez puissants? Alors des très puissants en LED, on en a vu dans des salons à l'ISE par exemple, mais on va surtout les voir arriver plutôt vers la fin d'année. D'accord. Mais c'est mon petit doigt qui me dit ça. C'est la petite révolution qui C'est une des petites révolutions dans la source de lumière. Et l'autre évolution, c'est le fait que les lasers, on va en trouver à 3 000 euros, mais là dès maintenant.
C'est cher, hein, 3 000 €, c'est pas très grand public, mais là où les produits étaient à plus de 10 000, ben voilà, du laser à 3 000 €, ça c'est bien. Donc ça, c'est une première chose, révolution dans la source de lumière. Après, il y a les panneaux. Alors les panneaux, c'est difficile, on va pas faire un cours technologique, mais il y a 3 grandes familles. Les panneaux, c'est pour qu'on explique bien, parce que là, on a parlé de c'est la ce qui va lumière. fabriquer l'image. On a parlé de la lumière. Exactement. La lumière va envoyer donc toute sa puissance sur un panneau, Voilà. qui après va être projeté forcément, puisque Voilà, le but, c'est d'avoir à l'écran une image. Voilà. Une image fabriquée à partir des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, comme sur un téléviseur, où ce sont des petits points, des pixels. Et là, on va créer des points de lumière. Donc, un des plus anciens et qu'on connaît bien, je vous ai fait d'ailleurs des petits dessins hein, pour ceux qui ont l'image. C'est ce qu'on appelle le tri-LCD. C'est un système transmissif, c'est-à-dire la lumière va être séparée par ce qu'on appelle des petits panneaux dichroïques en fait, où on va filtrer les couleurs. On va se retrouver avec un faisceau rouge, un bleu et un vert. Et on va aller traverser des panneaux LCD qui vont donc soit laisser passer la lumière ou ne pas laisser passer la lumière. Et donc on va regrouper les 3 faisceaux dans un prisme et là on va envoyer cette lumière vers l'écran. Alors ça a un avantage, il y en a eu beaucoup. Hein. Alors c'est Epson qui défend beaucoup cette technologie. Panal l'a défendu également, Panasonic. C'est une image qui est très agréable, qui est très douce. On peut y voir parfois un petit effet de grille qui est lié à la fabrication de l'image. Ça demande à être bien réalisé parce qu'il faut que les panneaux soient bien assemblés les uns par rapport aux autres. Donc c'est plutôt une image agréable. C'est pas, si on aime une image un peu punchy, c'est pas automatiquement la meilleure des technologies. Par contre, donc cette douceur peut sembler agréable à certains. Et ça vient par contre poser quelques petits soucis lorsqu'on veut faire du HDR. On parle beaucoup aujourd'hui de HDR, qui sont des images qui nous permettent de voir des détails dans les zones sombres, mais aussi des détails dans les zones claires. Et là, sur du LCD, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la pêche nécessaire. Cette pêche, on l'a où alors? On l'a avec quelle techno? Alors, deuxième techno. Poursuivons notre... Deuxième techno, une techno qui a été poussée par Texas Instruments, qui s'appelle le DLP. Alors, ça existe depuis longtemps. Moi, je trouve ça extraordinaire, la manière dont ça fonctionne. C'est quand même juste absolument génial. Une lampe, une origine, une source donc de lumière, qu'elle soit, on l'a dit, laser, lampe ou LED, qu'importe. On passe à travers une roue chromatique, une roue qui tourne, qui a des segments rouge, vert, bleu, puis encore rouge, vert, bleu. Certains sont rouge, vert, bleu et blanc, qu'importe. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, le faisceau de lumière passe et envoie uniquement du rouge. Et il envoie ce rouge vers quoi? Eh bien, vers un petit transducteur, un petit semi-conducteur qui est en fait recouvert de micro-miroirs. Ça s'appelle le DLP, le DMD. C'est Texas qui a inventé ça. Et en fait, ces micro-miroirs vont s'orienter si ils doivent envoyer de la lumière à l'écran sur un point donné. Donc ça veut dire qu'il y a des points qui vont s'orienter. Alors on voit pour ceux qui ont l'image des petits micro-miroirs qui s'orientent. Alors c'est juste magique, c'est de la mécanique, c'est quand même assez incroyable, c'est microscopique. C'est incroyable, d'ingénierie, c'est incroyable. L'ingénierie, c'est incroyable. On envoie les points rouges qui correspondent à l'image. Puis ensuite la roue tourne, c'est du vert. Hop, de nouveau les miroirs se remettent à zéro, puis s'orientent selon les points qui doivent s'afficher à l'écran, puis le bleu et ainsi de suite. Et ça, il faut le faire je sais pas, des milliers de fois par seconde. Exactement, enfin, c'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on voit dans le petit dessin que j'ai fait que les images arrivent en termes de couleurs, les unes après les autres. Donc on n'a jamais le rouge, le vert et le bleu en même temps, on les a les uns après les autres. Et c'est notre œil qui, grâce à la persistance rétinienne, va recomposer une image. Mais c'est aussi pour cette raison, parce que les images ne sont pas fabriquées en même temps, que du coup certains vont ressentir avec cette technologie un effet qu'on appelle l'effet arc-en-ciel. Une sorte de décomposition, un peu comme en arc-en-ciel, d'où son nom, sur les blancs de l'image. Et pour certains... on n'a pas tous la même sensibilité à ça. Voilà, on n'a pas la même sensibilité. Et pour certains, c'est infernal. C'est juste infernal et c'est juste impossible. Alors les constructeurs, en plus. Non, alors les premiers n'avaient que 3 roues, donc là c'était vraiment très très pénible. Oui. Aujourd'hui, pour éviter ce phénomène, ils mettent maintenant 3 roues avec 3 segments dans la roue. Maintenant, il y a 6 segments dans la roue, mais néanmoins, certaines personnes, comme moi par exemple, restent sensibles. Même avec les 6 roues. Même avec les 6 roues, je reste sensible au DLP. Donc, si on doit donner un conseil, si vous devez acheter un vidéoprojecteur DLP pour une famille, testez d'abord. Allez montrer à l'ensemble des membres de la famille l'image. Si personne semble perturbé par l'image, c'est que c'est bon. Mais attention, la sensibilité existe. Et alors, si on n'est pas sensible, c'est une bonne techno, le DLP? Oui, c'est vraiment une bonne techno. Ça a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de... Non, alors on pourrait se dire que le mouvement de ces miroirs donne un temps. Non, il n'y a pas de temps de latence. Ça donne une image extrêmement dynamique, des contrastes qui sont intéressants, une bonne restitution de la couleur. L'effet vraiment négatif principal, c'est l'effet arc-en-ciel. D'accord, ok. Donc voilà, alors bien sûr, dans le monde professionnel, il existe du DLP, mais là, il y a 3 panneaux DLP.
qui en fait c'est le principe de ce qu'on a vu juste auparavant. Ouais. On ne va pas découper la lumière en plusieurs segments de couleurs. Mhm. Là, on utilise directement 3DLP, mais ça n'existe pas dans le grand public, c'est D'accord. uniquement dans le pro. Donc- Et puis après, dans le grand public, si on veut le Graal, eh bien, il y a des technologies qu'on appelle LCOS. C'est un nom générique et ça s'appelle Dila chez JVC, ça s'appelle SXRD chez Sony, et là, c'est le top du top. Alors, ça marche comment ? Pareil, une source de lumière, toujours un miroir qui va séparer les couleurs rouge, vert, bleu. Et là, on va aller sur un petit panneau qui est un panneau LCD réflectif. Ça veut dire qu'on va envoyer la lumière sur ce petit panneau et qu'au fond de ce panneau, il y a une couche réfléchissante qui va elle-même renvoyer la lumière. Alors ça, c'est vraiment une technologie réservée aux produits très haut de gamme. Ça donne, c'est le beurre et l'argent du beurre. D'accord. C'est l'avantage de la technologie tri-LCD et c'est l'avantage de la dynamique du DLP. Alors, ça va se généraliser, ça, ou c'est une technologie qui est coûteuse? Alors pour l'instant, c'est encore très D'accord. coûteux et on le trouve que sur des produits vraiment haut de gamme. À Mais partir là, de on quel a prix? tous les avantages. Ah, c'est plutôt des produits à partir de 3 000 €. D'accord. Voilà, on n'est pas complètement dans le grand public, mais c'est vraiment tip-top. Alors toujours un petit piège, parce qu'il y a une tendance aujourd'hui. On a eu longtemps du Full HD, un vidéoprojecteur Full HD, c'est très bien, hein. Mais on va peut-être avoir envie de se dire du 4K, ça serait pas mal en vidéoprojection. Et là, du 4K, on se dit 4K DLP, tiens, c'est une idée d'avoir un vidéoprojecteur qui me donne une image Pour ceux qui sont avec de nous en grande vidéo, taille. on voit la salle de vidéoprojection de Pascal Petit. Voilà, je suis bien équipé quand même. Qui est sympathique hein, quand même. Hein. Alors 4K DLP. Plaisante, hein, je ne sais pas si non, c'est. heureusement, je n'ai pas une belle salle comme ça. J'aimerais. 4K DLP, bien sûr, les constructeurs et Texas a pensé à proposer quelque chose. Mais il y a des petits pièges à connaître. On vous donne l'impression, quand on vous vend un vidéoprojecteur 4K DLP, que nativement sur le petit panneau donc qu'on a vu avec les petits miroirs, il y a les 8 millions de miroirs qui envoient directement une image native. Sauf que ça, c'est une nouvelle fois réservé au monde professionnel et c'est extrêmement cher. Donc, on ne peut pas faire ça. Alors, comment ils ont fait chez Texas ? Ils ont fait une technologie où il n'y a pas les 8 millions de petits miroirs sur le panneau, mais il va y en avoir, par exemple, 2 fois moins, 4 millions. Et comment on va faire pour faire une image avec 8 millions ? Eh bien, on va décaler en diagonale plusieurs milliers de fois par seconde, eh bien, ces petits panneaux, de façon à pouvoir afficher réellement 8 millions, mais il n'y a jamais 8 millions d'un coup. Il y a une fois 4 millions, puis en décalage, 4 autres millions de points. Et comme ça, on va fabriquer une image constituée réellement de 8 millions de points. Mais ça n'est pas véritablement. L'œil s'y trompe, hein. C'est vraiment très très bon. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une image en On ultra a haute l'impression de voir définition. ultra haute définition, alors que la matrice, elle n'est pas en haute définition. D'accord. Et puis pour faire encore plus d'économie, il y a des matrices qui viennent d'arriver, qu'on appelle des matrices. Si vous avez envie d'acheter un vidéoprojecteur, regardez bien, c'est marqué des matrices 0,47 pouces. Et qui sont marquées aussi ultra haute définition. Donc là, on se dit c'est génial. Et là, il n'y a que 2 millions de points dans cette matrice. Donc comment faire avec 2 millions, 8 millions à l'écran ? Eh bien là, on va faire une sorte de petit carré comme ça. On va décaler en carré et du coup, on va faire 4 fois un point avec une matrice. Et alors, qui n'en comprend le que résultat à l'œil ? Alors le résultat à l'œil est assez bluffant. On le fait 9000 fois par seconde. 9000 fois par seconde. Donc le résultat est assez bluffant. Le cerveau n'arrive pas. Voilà. Est bluffé par la. Enfin, trompé un peu par la technologie. C'est très bien, sauf que, malheureusement, si vous faites ça sur un écran où il y a un bord noir, vous savez, il y a des écrans où on va avoir une sorte de feutre. Et là, l'avantage de ce bord noir, c'est qu'on va absorber la lumière. Donc si on fait ça sur ce bord noir et qu'on règle bien l'image, tout va bien. Mais où je veux en venir ? Si on fait ça sur un écran totalement blanc ou un mur blanc, autour de l'image, avec cette technologie à 0,47 pouces, on va avoir une bande de lumière. Imaginez que pendant toute projection, même quand on a du cinémascope avec les deux bandes noires, on se retrouve toujours avec une bande de lumière autour de l'écran à cause de cette technologie. Donc c'est embêtant. Donc il faut le savoir. Donc attention, si vous êtes intéressé par ces vidéoprojecteurs 4K pas chers, on en trouve à un peu plus de 1 000 €. Donc c'est génial de se dire. Mais quand il y a des bons prix comme ça, il faut savoir qu'il y a souvent quand même des petites concessions à faire derrière. Donc si vous avez un écran avec une bande noire, allez-y. Si vous n'en avez pas, n'y allez pas. Prenez à ce moment-là l'autre technologie qui sont sur des matrices qui sont à 0,66 pouces. Un mot sur cette projection, moi, qui nous a bluffés tous quand on voit ça. C'est la projection laser avec ces meubles ou ces appareils qui sont pratiquement collés en fait au mur et qui délivrent une image mais immense, quoi. Et c'est génial parce qu'on n'est pas toujours capable de mettre un vidéoprojecteur au plafond. C'est pas toujours facile, puis Ouais, c'est pas très joli. Et puis c'est contraignant, il faut tirer des câbles partout. Enfin voilà. Et là, il existe une technologie qui s'appelle l'ultra courte focale.
Ultra Short Throw. On voit, ça s'appelle UST dans les petits mots. Ouais. Et ça veut dire qu'on va mettre le vidéoprojecteur très 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 près du mur ou de l'écran où on doit envoyer l'image. Et là, on va avoir une très large focale qui va nous permettre de faire des écrans de plus de 2 mètres de base à 30 cm. Donc du coup, on va noyer, on va pas du tout voir le projecteur, puisqu'en fait, il est plutôt esthétique. Et on va avoir une image beaucoup plus grande que n'importe quel téléviseur. Et là, c'est assez génial, parce qu'en plus, comme le vidéoprojecteur est très proche de l'écran, du coup, on est très lumineux, parce qu'en fait, la lumière n'a pas à parcourir une longue distance. Oui. C'est le problème d'ailleurs au cinéma, c'est pour ça qu'ils sont très puissants. Là, on est très près, donc on gagne en luminosité. Et là, cette technologie UST est en train de prendre vraiment, parce que les foyers, enfin les gens ont compris finalement que c'était peut-être la meilleure structure. La contrainte, c'est que j'ai une limitation en termes de taille d'image. Je peux pas. Alors la taille est liée à la distance. Voilà. C'est-à-dire c'est quand on bouge la distance du vidéoprojecteur qu'on règle la taille. Mais j'aurais jamais une image aussi grande qu'avec un projecteur qui sera. On fait du 100 pouces. On fait du 100 pouces. C'est énorme quand même. Alors par contre, il y a un truc qui existe qui est assez génial. Parce que si on projette ça, malheureusement, on se dit, mais est-ce que ça remplace ma télé? Parce que ça a l'air pas mal. Ben, s'il y a vraiment trop de lumière dans la pièce, ça va encore aussi avoir du mal à envoyer l'image. Et là, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéoprojecteur, intéressez-vous également aux écrans qui s'appellent eux-mêmes des écrans UST. Pourquoi? Parce que sur ces écrans, il y a des petites casquettes microscopiques qui vont renvoyer l'image qui arrive du dessous, qui arrive du vidéoprojecteur vers le spectateur, et toutes les images parasites de l'environnement où on se trouve, des lumières, la lumière du jour, elles vont être piégées. Ce qui veut dire que ces écrans vont renvoyer uniquement la lumière de ce qui vient du projecteur. Donc ça va optimiser en quelque sorte le système. C'est dément le résultat. C'est dément. Sauf que ces écrans ne sont pas enroulables. Donc ils sont obligés de rester. On est obligé de les poser. À poste. Ils sont blancs quand on les éteint. Enfin, ils sont gris. Ils sont gris. Voilà, ils sont gris. D'accord. Mais ça permet presque, quand on met un vidéoprojecteur ultra courte focale sur un écran UST, on peut presque dire qu'on regarde dans les mêmes conditions qu'un téléviseur. On n'a pas la même dynamique, on a encore un peu de perturbation lumineuse, mais c'est vraiment bluffant. Attention, l'écran coûte plus de 1 000 €. Ah oui. Mais sachant qu'on peut avoir des vidéoprojecteurs autour de 1 500 €, ben quand on ajoute le vidéoprojecteur à l'écran, quand on voit surtout la taille qu'on arrive à réaliser, ben on s'aperçoit qu'on est beaucoup moins cher qu'un téléviseur. Voilà, c'est sans téléviseur concurrence. De 100 pouces, ça existe, mais ça coûte, voilà. ça coûte une blinde. Hein. Exactement. 100 pouces, oui, c'est même pas envisageable. C'est même pas envisageable. Donc voilà, l'UST, c'est vraiment le vent en poupe. Le laser, lui... Les qualités d'image, c'est équivalent, c'est très bon. Ah oui, voilà, c'est très très bon. Alors par contre, il faut, sur la surface qu'on va projeter, si on peut pas mettre l'écran UST parce qu'il y a des contraintes de coût, des choses comme ça, si on veut projeter sur un mur blanc, il faut que le mur soit, mais alors nickel, qu'il n'y ait pas le moindre, il faut qu'il ait été parfaitement préparé, parce que le moindre problème sur le mur, le moindre relief, eh bien, va venir perturber cette projection qui vient d'en dessous. Puisque la lumière vient d'en dessous, il faut absolument que l'écran. Si vous mettez un écran qui se déroule, par exemple, vous voulez faire une mise en scène avec un écran motorisé, il faut absolument mettre dans le cas de ces vidéoprojecteurs, sans utiliser de l'UST, ce qu'on appelle des écrans tensionnés, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement tendus. Oui, bien lestés. Attention, ça coûte cher. Hein. Dès qu'on parle d'un écran de qualité, parce que l'écran est aussi fondamental dans la projection, ça coûte cher. Pascal, je pense que côté techno, on est bien. Ouais, voilà, on a à peu près fait le tour. Là, conseil pratique, on est dans quelques semaines avec la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faut acheter en fait? Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? C'est vrai qu'il y a c'est large le choix. J'ai fait plusieurs petites rubriques. Le meilleur rapport qualité-prix, si on veut se contenter de Full HD, une nouvelle fois, c'est déjà très bien. Et c'est un des leaders de la vidéoprojection qui s'appelle BenQ et qui fait un produit qui s'appelle le W2000, qui est blanc, et celui qu'on voit à l'écran actuellement s'appelle le W2000+, qui lui est noir. Et le W2000, pendant la Coupe du Monde, va se retrouver à 799 € et le 2000 Plus à 899 €. Très honnêtement, moi, j'ai pas vu aussi bien à ce prix-là. C'est un budget qui est quand même très serré. C'est vraiment un produit qui a été fait. On est en Full HD là. Là, on est en Full HD. Et l'avantage en plus des produits BenQ, c'est que quand on les sort du carton, les couleurs sont déjà parfaitement réglées, ce qui est rare dans un vidéoprojecteur. Donc vraiment un très 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 beau produit. Alors là, on est sur la lampe. Donc là, on est sur de la lampe à ces prix-là. On peut pas être autre chose que de la lampe. Donc ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Qu'on évoquait tout à l'heure. Les meilleurs Full HD, Epson en fait un assez exceptionnel qui s'appelle le TW7300. Mais là, on est quand même déjà à 2600 €. Hein. On voit là, le bon entre les deux. Mais là, c'est certainement un des plus beaux Full HD, mais qui coûte plus cher que certains UHD
on va dire premier prix, ceux que j'ai signalés avec la petite puce DLP. C'est le top du top en Full HD. Voilà, parce que quand on parle d'une qualité d'image, on parle bien du panneau, mais on parle aussi de la qualité de l'optique, on parle de la qualité du traitement vidéo. Et voilà, sur ce produit, c'est l'ensemble qui va être exploité. Si vraiment on veut un produit ultra courte focale, si on est intéressé par ce qu'on vient d'expliquer là, BenQ en fait un aussi qui s'appelle le W1600. C'est raisonnable en prix, hein, on est à 1800 €. Alors c'est cher, hein, c'est un budget, mais toujours, il faut se rapprocher par rapport à la taille de l'image qu'on fait. Et on peut même trouver à ce moment-là un laser courte focale qui est chez Epson, qui s'appelle le LS100. Alors là, il faudra mettre un peu plus la main au portefeuille, pardon. C'est 3000 €. Mais c'est vraiment top. Et puis si on veut aller vers la 4K, il y a Hisense aussi qui prévoit. Oui, je sais pas si on l'a vu d'ailleurs. On l'a vu au CES. Un projecteur à courte focale à moins de 3000 € visiblement, qui serait 4K. Voilà. Alors après, une nouvelle fois, j'ai absolument rien contre cette marque, mais un vidéoprojecteur, c'est vraiment la matrice, c'est la source de lumière, c'est la partie optique. Et c'est vrai que je vais parler en toute fin, dans quelques instants, du produit qui est le Graal pour moi, mais qui n'est pas à ce prix-là, malheureusement. Juste un instant sur, si vous êtes intéressé par vraiment de l'UHD, avec la petite puce de 0,47 pouces qu'on a dit tout à l'heure, c'est le W1700 de BenQ, 1600 €. Hein. On a de l'UHD, mais attention, il faut un écran avec un bord noir, c'est ce qu'on a dit. De l'UHD pour 1700 €. Ouais, de l'UHD pour 1700 €. Okay. Et autrement, l'Optoma UHD 65, qui est vraiment un très très bon choix également. Optoma UHD 65, lui a la puce 0,67, donc n'a pas ce défaut de la bande lumineuse, mais il est aussi à 3000 €, 3000 € à peu près. Et puis le Graal, c'est un produit Sony. Et lui, il regroupe tout ce qu'on a dit. Il faut sortir la carte. C'est-à-dire que lui, c'est une source de lumière laser. C'est du SXRD, c'est-à-dire la meilleure des technologies pour le panneau. Et en plus, il est ultra courte focale. Et donc là, lui, on peut le poser sur un meuble. Voilà, il y a des meubles qui sont faits pour. Il est collé au mur, il est invisible et il nous fait une image incroyable, somptueuse. Le seul problème. Alors, pour ceux qui sont avec nous en vidéo, voilà, c'est le nouveau modèle qui est arrivé. Parce qu'il y a deux modèles en fait chez Sony. Donc c'est un meuble à la limite. On ne se rend même pas compte que c'est un projecteur. Voilà. Il y a deux modèles qui existent. Voilà. Okay. Alors ça, par contre, attention, c'est 20 000 €. 20 000 € pour avoir ce projecteur, alors qui est une merveille. Hein, c'est pas grave, vous vendez votre bagnole. Mais voilà, là j'en suis désolé, j'aurais voulu vous dire que ça ne coûtait que 3 ou 4 000 €, mais malheureusement non. Voilà, alors ça se vend, le pire c'est que c'est incroyable. Ce produit se vend, malheureusement, effectivement, c'est extrêmement onéreux, mais c'est à ce prix qu'on peut avoir l'ensemble. Là, on a l'ensemble des nouvelles technologies que je viens d'expliquer sur ce vidéoprojecteur. Est-ce que ça va baisser? Est-ce qu'on peut imaginer que ce type de produit, ou est-ce que ça restera de l'exception pendant encore très longtemps? Alors là, avec toute cette technologie, ça va baisser bien sûr, mais progressivement. Si vraiment on veut la technologie SXRD, Sony par exemple 4K, on peut avoir un projecteur traditionnel. Là, à ce moment-là, je vous renvoie vers le VW260, 5 000 €. Et là, on a la technologie SXRD. On a une optique extraordinaire. On a des traitements. Voilà. Sony est un maître. Hein, voilà. J'ai moi pas à soutenir plus une marque qu'une autre. Mais dans le domaine de la vidéoprojection haut de gamme, Sony est vraiment un maître. D'ailleurs, je me demande si... JVC fait de très très bons produits également. Mais c'est vrai que voilà, Sony avec cette technologie... Marques qui fournissent les cinémas. C'est des marques autres, ou est-ce que par exemple on a du Sony qui Alors sur les cinémas, on est plutôt sur des marques comme Christie par exemple. Oui, c'est des marques. On va être sur des Barco. Faut savoir que c'est autre chose. C'est vraiment de la projection professionnelle que. Puis les optiques, eux, c'est des optiques interchangeables. Ils sont obligés de mettre parce que quand on est très 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 loin de l'écran, si on veut pas avoir une image qui part sur 50 mètres de large, il faut des focales. Oui, en fait, c'est une focale adaptée à la salle. Voilà. En fait. Et rien que l'objectif, ça coûte 15 000 €. Voilà. Et les projecteurs coûtent 100 000 €. Voilà. Mais on est en 30, 50, 60 000 lumens. Parce que si on veut qu'il y ait suffisamment de lumière qui arrive à l'écran, eh bien, il faut qu'à la source, il y ait énormément de lumière qui sorte. C'était on ne peut plus clair, Pascal. Franchement, là, si à quelques semaines de la Coupe du Monde, vous avez envie de vous faire plaisir, de passer la vitesse supérieure parce que vous avez une pièce qui peut être réservée, parce que justement, vous avez le budget, je crois que là, franchement, vous êtes au top. Merci beaucoup, Pascal. Merci, François. C'était un vrai plaisir. Pascal Petitpas, vous le savez, qui vient régulièrement dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Écoutez, bons achats. Faites attention quand même à la carte. Hein. Vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais parfois. Donc voilà. Voilà, pour les 20 000, c'est bien. Et on se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, De quoi je me mêle. rmc.fr la version audio, la vidéo sur 0nettv.com et sur YouTube. Portez-vous bien, bon week-end et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.